Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Un seul titre à la une de ce bulletin, la rue ivoirienne crie sa colère contre le chef de l'État français après la mort de Mouammar Kadhafi. Pour les quelques-uns qui ont exprimé leur colère à notre micro, Nicolas Sarkozy poursuit la visée impérialiste de l'Occident sur le continent noir. Le chef de l'État recevait ce mardi une délégation de l'Union du fleuve Mano, conduite par sa secrétaire générale, Mme Daraba Saran. Au cours de cette audience, des points importants ont été abordés, entre autres le renforcement de la coopération économique entre les 4 pays membres de l'organisation, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Les activités ne manquent décidément pas au palais présidentiel d'Abidjan. Ce mardi 18 octobre encore, le président de la République, Alassane Ouattara, recevait en audience le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nanamboa Kouassi III, et une délégation de l'Union du fleuve Mano, conduite par sa secrétaire générale, Mme Dara Saran. Peu d'informations ont filtré des échanges entre le chef de l'État et la première autorité du royaume de l'Indénié, dans l'Est ivoirien. Mais la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, organisation sous-régionale comprenant 4 pays membres, à savoir le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, a dévoilé à la presse quelques détails sur le contenu des échanges entre le numéro 1 ivoirien et sa délégation. Le sens de votre visite auprès du chef de l'État aujourd'hui? Nous venons de terminer la réunion ministérielle de l'Union du fleuve Mano. Notre présence auprès du président de la République est motivée par le fait que nous devions lui faire un peu une synthèse de la substance des discussions que nous avons eues depuis 2 jours autour de la revitalisation de l'Union du fleuve Mano. Vous savez que le 17 juillet 2011, il y a eu un sommet de l'Union du fleuve Mano à Monrovia. Et ce sommet a recommandé que les ministres prennent action rapidement sur 2 questions essentielles au sein de l'Union du fleuve Mano. Ces questions sont relatives aux infrastructures au sein du bassin du fleuve Mano et le commerce. Parce que la mission première de l'Union du fleuve Mano est de faciliter le mouvement des personnes, des biens et des services, d'accélérer les échanges commerciaux au sein de l'Union, mais également assurer la paix et la sécurité. Cela ne peut pas se faire si on ne peut pas se déplacer rapidement dans l'espace de la Mano. C'est pourquoi les infrastructures qui ont été notablement endommagées lors des différentes crises passées dans les 4 pays doivent être refaites pour permettre cette libre circulation des biens, des services et des personnes. C'est pour cela que nous sommes à Abidjan, parce que nous avons décidé qu'à partir de maintenant, l'Union doit aller de l'avant et un peu faire l'intégration que les populations attendent depuis si longtemps. Est-ce que vous avez parlé de l'aspect sécuritaire? Cette réunion n'avait pas pour objectif essentiel de parler des questions de sécurité. Mais vous savez très bien que s'il y a de développement, c'est une partie de la sécurité. Pourquoi nous avons eu des problèmes aujourd'hui qui résultent des crises que nos pays ont connues, notamment la destruction massive des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient publiques, n'est-ce pas? Ces infrastructures ont été détruites et cela pose problème réellement. Et on n'arrive pas à communiquer de manière efficiente. Je vous donne un exemple. Pour aller de Monrovia à Abidjan, par avion, il faut aller à Accra et revenir sur Abidjan. C'est extrêmement long. De Freetown à Abidjan, vous êtes obligé d'aller à Conakry ou d'aller à Dakar pour joindre Abidjan. Ce n'est plus acceptable tout cela. Je pense que ces problèmes de développement aussi sont une composante de la pacification et de la stabilisation de l'espace de la Mano. Ces différentes rencontres ont pris fin autour de 17h30 et Alassane Ouattara a ainsi pu prendre congé de ses hôtes, et ce toujours avec cette légendaire familiarité qu'on lui connaît.
À l'instar du reste de la ville d'Abidjan, la commune de Yopougon est elle aussi en chantier. Les travaux de réhabilitation de la voirie donnent un tout autre visage à ce quartier. De l'ouest de la capitale économique ivoirienne et le contraste avec l'état du bitume, il y a de cela un an, est extrêmement frappant. Ces images datent de juin 2010. À cette époque, les voies de la commune de Yopougon, à l'instar de celles du reste de la ville d'Abidjan, étaient quasiment impraticables. Le carrefour du 47, la route menant au collège Aimé Césaire, la grande voie du magasin, l'axe magasin-Yangon, la route du score ou encore celle de la CDC, sur toutes ces voies, le bitume avait foutu le camp. Mais un an plus tard, voilà que nous retournons sur ces différents axes pour nous rendre compte de l'effectivité du programme présidentiel d'urgence mis en place en avril dernier par le président Alassane Ouattara, dans lequel la réhabilitation des voiries urbaines et interurbaines figurait en pole position. Et là, le constat est spectaculaire. Le bitume a refait surface à tous ces endroits. Et ceci n'est qu'un atout majeur pour redonner vie à la fluidité routière, comme l'explique ici ce chauffeur de taxi communal qui se réjouit des résultats de ces travaux publics, même s'il déplore la persistance de quelques creux sur certains axes. Beaucoup mieux même, ça va. Pas mieux, c'est pas comme pour avant quoi. On va passer en vent, il y a des coins, on ne pouvait même pas partir. Mais aujourd'hui, ça va un peu, on arrive à prendre à droite, psychologie, choses, bon, quelques côtés PMI comme ça. Ça vraiment, ça a été un plaisir pour nous-mêmes. Bon, et puis la voie du marché aussi, la voie du marché qui a été ouverte, bon, ça nous a permis aussi à circuler mieux. Parce que c'était un côté, pâtisserie seulement, bon, on ne pouvait pas circuler. Donc les passagers aussi étaient fatigués, nous les chauffeurs aussi. On peut prendre passagers mais on ne peut pas. C'est ça qui nous fatigue, en tout cas ça va mieux. Quant aux usagers de la route, quelques-uns que nous avons rencontrés aussi saluent avec ardeur cette vaste politique de réfection des infrastructures routières qui aide naturellement à une plus grande célérité dans les activités quotidiennes. C'est vraiment un des vendeurs d'à côté et vraiment avant même que la voirie même ne soit réparée, ça nous posait vraiment un tas de problèmes parce que là la circulation était très difficile et vu même l'état de la route et vu même l'état vraiment dégradé de certains voilà, donc ça veut que les voitures même ne pouvaient pas circuler rapidement. Moi c'est Ngoran ou Alexis, je suis très content pour l'avoir parce que depuis 10 ans on est là, les voitures on a du mal là, ici. Bon, aujourd'hui je vois c'est très bien et je suis content. Nous partons tout de suite à l'étranger où le secrétaire général de l'OTAN, le Danois Anders Fogh Rasmussen, déclarait ce vendredi la fin des opérations militaires de l'Alliance Atlantique en Libye dès le 31 octobre prochain. Et pendant ce temps, les nouvelles autorités libyennes cherchent toujours où et comment enterrer le cadavre de l'ancien homme fort du pays, Mouammar Kadhafi. Nous avons été rapides, flexibles, efficaces et précis. Nous avons fait ce que nous avons dit que nous allions faire, et maintenant c'est au peuple libyen de prendre entièrement en main son destin, afin de construire une nouvelle Libye unie, basée sur la démocratie, la réconciliation, les droits de l'homme et l'état de droit. Alors comment la rue ivoirienne perçoit-elle l'assassinat de Mouammar Kadhafi? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure est actuellement à l'indignation et à la révolte, comme le témoigne ici ce micro-trottoir réalisé dans le centre d'Abidjan. Je suis Niaouré Tagro. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la mort du colonel Mouammar Kadhafi? Bon, en fait, M. Kadhafi savait, le président Kadhafi savait qu'il allait mourir. Mais il fallait qu'il prouve à l'opinion internationale qu'il était un peu dur, qu'il a résisté et il a pensé que peut-être sa résistance allait porter. Sinon, nous tous, nous savions que de toute façon, Kadhafi allait partir. Donc c'est comme ça qu'il est parti. Pour vous, c'est une tentative de néocolonialisme, un ascendant de l'Occident sur l'Afrique? Bon, une tentative de néocolonialisme, en tout cas. Monsieur Adjo Wilfried Gaël. Alors, que pensez-vous de la mort du colonel Kadhafi? Il est mort hier. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Bon, j'étais à Diké et cela m'a beaucoup surpris, la mort du guide libyen, Mouammar Kadhafi. Je pense que Mouammar Kadhafi a été président pendant 42 ans, mais malheureusement, après 8 mois d'intenses combats
dans la capitale libyenne à Tripoli. Enfin, moi je vois que les rebelles du CNT ne peuvent pas amener Kadhafi au pouvoir, mais c'est la France qui a amené Kadhafi au pouvoir avec le soutien de l'OTAN. Donc je pense que les Français ont mal fait d'amener Kadhafi au pouvoir, mais je pense qu'au moment opportun, les Libyens vont souffrir et l'Afrique vient de perdre un grand leader, un leader, mais hélas, la vie continue. Monsieur Kwadjo Alain, quand est-ce que ces présidents africains prendront conscience? Quand est-ce qu'ils prendront conscience et que l'Afrique en elle-même peut être développée sans les Européens? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardons le cas du colonel Kadhafi, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Rien, à cause de lui-même, ses affaires, à cause de lui-même, sa richesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Donc pour vous, c'est une injustice? Une injustice, une grande injustice. Une grande injustice. En effet, c'est la France, c'est Sarkozy lui-même qui a tué Kadhafi. Est-ce que c'est Sarkozy lui-même qui a tué Kadhafi? Et c'est ce même Sarkozy qui a fait encore que Laurent Gbagbo est là où il est encore? Bon, quand j'entends ça et là dans la presse internationale, Kadhafi c'est un dictateur, c'est de la machination politique de la part de la France. Non, je vois que Kadhafi n'est pas un dictateur. Il y a des présidents qui ont plus de 30 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir. Mais pourquoi Kadhafi est un dictateur? C'est pas Kadhafi ne rentre pas dans la vision des Français de l'Europe. Kadhafi a démystifié la franc-maçonnerie et il est contre la franc-maçonnerie. Donc quand Kadhafi est dans la franc-maçonnerie, donc comme il a attaqué la franc-maçonnerie, c'est pour ça que la France l'a enlevé avec l'accord de Ouattara. Je vous remercie, c'est tout. Hier, l'on a appris la mort du guide libyen. Comment est-ce que vous avez ressenti cette information? La déception, je dois dire. Déception? Pourquoi? Ça... Pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'il a été tué lâchement, c'est ce que je pense. Enfin, c'est ce dimanche que les Tunisiens doivent se rendre aux urnes pour le renouvellement de leur assemblée constituante 9 mois après la chute de l'ancien régime. Ce scrutin s'annonce décisif dans l'histoire politique du pays. Dernière ligne droite pour la campagne électorale en Tunisie. À la veille d'un vote historique qui devrait voir la création d'une assemblée constituante chargée de poser les fondations d'un nouveau régime, les Tunisiens attendent avec impatience le déroulement, mais surtout l'issue de ce premier scrutin démocratique. Les gens attendent beaucoup de ces élections pour obtenir de vrais changements sociaux. Cependant, je m'inquiète pour le calendrier. Je ne sais pas si les Tunisiens sont vraiment prêts pour cette grande refonte de la société. Nous devons être patients. Nous avons besoin que les choses aillent doucement. Les sondages semblent donner vainqueur le parti islamiste Ennahda, durement réprimé sous le régime de Zine el-Abidine Ben Ali. La mouvance de Rachid Ghannouchi peut aujourd'hui prendre sa revanche. L'idéologie d'Ennahda est assez grande pour englober les femmes voilées ou non, les religieux et les non-religieux. Nous sommes prêts à négocier avec tous les partis, aussi bien à gauche comme à droite. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle je pense que le mouvement Ennahda est populaire. Dimanche, les Tunisiens se rendront aux urnes pour la première fois depuis la chute de Zine el-Abidine Ben Ali. Ils devront départager 11 000 candidats de 110 partis politiques. La constituante à laquelle ils donneront naissance aura pour tâche, elle, de désigner un exécutif provisoire et de rédiger une nouvelle constitution. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.